Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Veto Micro, j'accueille Alexis Leps. Bonjour Alexis. Bonjour Sophie. Alors Alexis, tu es vétérinaire, diplômé de l'Université de Liège en Belgique en 2016, après un parcours un tant soit peu tumultueux. On aura l'occasion d'en parler. Après une année d'internat en équine à la clinique de Méhedin, tu enchaînes, je te cite, les désillusions. Ensuite, un véritable chemin semé d'embûches pour arriver à tes fins, une résidence en dentisterie équine, que tu viens d'ailleurs de terminer à l'Université de Gand en Belgique. Tu es donc en passe de devenir le premier Français diplômé de Collège européen de dentisterie après les examens en mars 2024. Déjà, bravo. Tu vas évidemment nous raconter tout ça. Alexis, tu es aussi amateur de mer et de sensations fortes. Tu aimes les longs voyages à moto et quand il fait trop froid pour le maillot, la combi ou les cuirs, tu écoutes de la musique sur ta sono vintage ou tu te rends au cinéma. Sans oublier bien sûr les moments forts passés avec tes frères et sœurs. Alexis, enfin, tu as de nombreuses choses à nous raconter aujourd'hui sur ton parcours et ta vision de la dentisterie équine en pleine évolution dans une profession qui change. Alors si tu le veux bien, commençons donc par la question d'ouverture traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Alors, pourquoi vétérinaire ? Je pense que c'est venu naturellement, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des animaux chez moi à la maison depuis tout petit, et j'ai toujours été fasciné par les animaux, recueillir des poussins à la maison parce que maman était partie, le chien de la famille, et petit à petit, en fait, j'ai un peu découvert le métier de mon père qui me fascinait aussi. Il était chirurgien de la main et j'ai eu envie de combiner les deux finalement, de me dire pourquoi pas aussi soigner les animaux finalement, et c'est venu tout seul quoi, depuis toujours. D'accord, donc jamais d'autres, c'était ta vocation quoi. Exactement, ouais. Non, si, il y a une petite période envie de devenir cavalier pro, mais réalisé assez vite que j'en avais pas les capacités, donc tout a vite tourné autour du cheval et du métier de vétérinaire. Ok, super. Et un parcours d'études un peu tumultueux. Donc moi j'ai eu le détail, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment ça se passe. Donc je passe mon bac et tout de suite se pose la question de soit rentrer en prépa. J'étais pas l'élève le plus assidu du lycée, donc j'ai vite compris que le parcours français ce serait pas, j'arriverais pas à mes fins finalement. Donc je m'oriente assez vite vers la Belgique. Et à l'époque, il fallait passer un concours. Et je réussis le concours et je suis intégré donc à l'époque on avait le choix d'aller dans une des 4 universités belges et je choisis d'aller à Namur. Les 2 premières années se passent très bien et ensuite premier échec sentimental, c'est-à-dire que bref, une rupture que j'ai vraiment du mal à vivre quoi, et je me mets un peu à faire n'importe quoi. Donc je suis en 3e année de vétérinaire à Namur. Je rate cette année, c'est-à-dire que j'ai vraiment rien fait de l'année finalement. Et je vais la redoubler à Liège. Et à partir de là, je perds un peu le fil, c'est-à-dire que Namur, qui était une université finalement très familiale, on était des toutes petites promos, tout le monde connaissait tout le monde, les profs étaient, je trouve, faciles d'accès. Je me retrouve à Liège dans cette espèce d'usine et en fait ça me plaît pas du tout. Je sais plus pourquoi je suis là.
je perds un peu la passion et j'enchaîne les redoublements, quoi, en fait, mais juste par manque de travail, quoi. Et donc je me retrouve à tripler ma 4e année et finalement je suis envoyé de la faculté, donc tout s'arrête. Et il faut trouver une solution, il faut rebondir, et je trouve un cursus d'ostéopathie animale qui se trouve dans la région en périphérie d'Avignon, en gros. Et donc je pars très loin, quoi, en gros, et je fais ça en autofinancement, c'est-à-dire que je paye mes études en faisant des petits boulots à droite à gauche. J'ai tout fait. Distribuer des flyers, fait des déménagements, fait de la téléprospection, etc. Et j'arrive à obtenir ce diplôme d'ostéopathie et je retourne frapper à la porte de l'université de Liège, sachant que normalement dans une université, je crois que c'est partout pareil en Europe, si vous ratez, vous êtes renvoyé du cursus. En théorie, il faut attendre 5 ans pour pouvoir retourner dans ce cursus. Et donc j'arrive un peu fort avec mes convictions et je leur dis, écoutez, voilà, je vous ai prouvé que je pouvais réussir, donc est-ce que vous pourriez me réouvrir la porte de l'université, que je puisse terminer mon cursus et finalement devenir vétérinaire. Et ils finissent par accepter et j'enchaîne après ma 4e, ma 5e et ma 6e année. Et donc je suis sorti de la fac en 2016, donc en ayant commencé en 2004, ça m'a pris 12 ans, quoi. Pas mal. Voilà. C'est ce qui s'appelle peut-être un acharnement ou dévotion, mais du coup, tu n'as jamais perdu l'idée de ta vocation. Tu t'es jamais dit, bah tiens, j'arrête complètement, je fais autre chose. Non, je me voyais pas faire autre chose, honnêtement. Et donc, comme tu dis, ouais, je me suis un peu acharné et ça a fini par payer, quoi. Après avoir touché le fond, je trouve que j'ai pas trop mal rebondi, finalement. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, les années où tu es dedans, tu fais du sans faute. Ta première, deuxième, tu réussis très bien. Et puis, 4, 5, 6, une fois que tu es de nouveau dedans, tu réussis très bien. Ouais, exactement. Une fois que je retrouve un peu la motivation et que je me dis, c'est trop con d'être passé à côté, quoi, en fait. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période? Que si on reste focalisé sur ce dont on a envie et que on essaye d'aller vers ces objectifs, les objectifs qu'on se fixe, finalement, on peut tout faire. Il y a pas tellement de limites à ce qu'on est capable de faire si on s'en donne les moyens. Et j'avais arrêté de m'en donner les moyens. Il y aurait eu quelque chose qui t'aurait aidé à cette époque-là pour, on va dire, raccourcir les 12 ans? Peut-être pas perdre pied si vite ou si longtemps? En parler, je pense. Arrêter de penser que je pouvais tout gérer tout seul et me faire aider, ouais. À sortir un peu de tout ça, quoi. Ouais. Tes parents, ils pensaient quoi de tout ça? Je pense aussi que je me mettais un peu des œillères, dans le sens où je me disais c'est bon, je vais réussir, c'est bon, je vais réussir. Et que j'osais pas demander de l'aide. Non pas que j'ai pas une relation compliquée, que j'ai une relation compliquée avec mes parents, pardon, mais j'ai toujours un peu sacralisé le côté père héros, entre guillemets, qui a réussi tout ce qu'il a entrepris, etc. Et me voir dans l'échec, je pense que j'avais honte aussi. Et que du coup, c'est moi qui m'interdisait, entre guillemets, de m'ouvrir, quoi. Bon, 2016, diplôme en poche. Est-ce que, déjà avant d'aller sur la suite, la formation de 1 an en ostéopathie, t'as apporté des choses déjà à cette époque-là, ou pour le reste de tes études peut-être, ou même encore pour la suite de ton cursus de travail? Pas tellement. Enfin, en toute honnêteté, je pense que c'est des formations qui sont en tout cas un peu trop rapides et pas assez. Sauf si la finalité c'est d'en faire un métier, c'est-à-dire que si vous êtes vétérinaire depuis un certain temps et que vous décidez de vous spécialiser en ostéopathie et d'en faire quelque chose de complémentaire à votre pratique, je pense que c'est très bien. Mais moi, à l'époque, je le voyais pas comme ça. Je le voyais juste comme une étape de passage pour me permettre de retourner en fait dans le cursus vétérinaire. Et j'ai jamais trop eu l'occasion de la mettre en pratique après. Et
Enfin, j'avoue que je m'en sers pas du tout, quoi. C'était vraiment plus un tremplin. Un tremplin, oui. Et d'ailleurs, les vétérinaires passent généralement par les formations type IMAO, qui sont des formations longues, de 3 ans, je pense, il me semble, avec des stages à la clé, etc. Et donc, c'était toujours évident pour toi de faire de l'équine? Ça s'est un peu décanté sur la fin. Je me suis posé longtemps la question entre petits animaux et équine. Et finalement, j'ai choisi de faire les dernières années à Liège sont devenues à option. Et donc j'ai pris une année 100% équine. Et je me suis éclaté comme jamais. Entre mes stages et la clinique à la fac. Enfin, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'était cet aspect de la pratique en tout cas qui me plaisait le plus. J'ai toujours eu une énorme connexion avec les chevaux qui sont des animaux qui sont un peu fantastiques et qui j'ai toujours eu un très bon feeling et donc ça s'est fait un peu naturellement. Qu'est-ce qui te plaît dans les chevaux? Tout, c'est-à-dire que c'est un peu inexplicable, je sais pas comment expliquer cette connexion que j'ai avec ces animaux. On m'a mis à poney quand j'avais 3 ans. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire de l'équitation assez tard. Et c'est un peu intuitif, quoi. Je réfléchis pas. Je suis pas quand je suis autour d'un cheval, on se comprend, quoi. Je sais pas. Tu montes encore à cheval aujourd'hui? Non. Par choix? D'abord par contrainte parce que c'était compliqué de faire les deux. Et puis aujourd'hui, je trouve que j'ai pas ça demande du temps, quoi. Pour l'instant, j'en ai pas tellement. Donc. Mais peut-être que je sais que plus tard, je m'y remettrai. Ça, Bon, 2016, diplôme en poche. Donc, tu pars faire un internat en équine à Meudin. Comment ça se passe cette époque? Ça se passe super bien. Je me sentais pas prêt de pratiquer tout seul tout de suite, ou en tout cas, je me sentais pas prêt. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu partout pareil. On en parle pas mal en ce moment des jeunes vétos qui sortent des écoles vétérinaires et qui ne se sentent pas armés pour aller affronter la clientèle et la patientèle. Et pour moi, c'était une étape un peu normale. C'était dans la continuité des études, quoi, finalement. Essayer d'acquérir un maximum de connaissances en un temps assez court. Et ça s'est vraiment super bien passé, quoi. On avait une super équipe de co-internes. Les relations avec les patrons étaient juste parfaites. Je me suis vraiment une super expérience. Et j'ai gardé des super contacts avec toute cette équipe, quoi. Donc c'était vraiment top, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on entend plutôt pas toujours que du positif d'ailleurs sur les internats, surtout en privé, notamment par les nouvelles générations, les mœurs qui changent. Ouais. T'en penses quoi de tout ça? Je pense que ça dépend un peu des caractères et de ce que t'attends de tout ça. Moi, je savais que, personne ne m'a forcé à le faire, mais je savais que ça allait être une année entre guillemets que j'allais mettre entre parenthèses. On était beaucoup de garde, on travaillait beaucoup, mais à côté de ça, on avait quand même du temps libre et tout était fait pour qu'on s'épanouisse, quoi. Donc finalement, c'était pas juste comme on peut entendre parler de l'esclavage moderne où pendant un an, en tout cas moi je l'ai jamais vécu comme ça. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas faits pour ça et qui se disent que c'est pas le métier dont ils ont envie. Mais je savais que c'était un an. Et avec du recul, finalement, c'était presque l'année la plus facile, quoi. Parce que ça reste un job à responsabilité limitée. Dans le sens où tu es toujours supervisé dans tout ce que tu fais. Et tu découvres un peu plus tard que finalement, même si c'était éprouvant parce qu'on travaillait beaucoup, d'un point de vue charge émotionnelle, c'était les vacances, quoi. Parce que tu te retrouves pas coincé dans des situations où tu sais pas quoi faire et t'as personne sur qui compter et je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. T'as toujours quelqu'un à appeler, à qui demander un conseil, un avis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent t'aiguiller, qui peuvent te dire ça je l'ai déjà fait, ça marche pas, ou bref. Mais je comprends aussi le choc un peu générationnel qui est auquel on est de plus en plus confronté aujourd'hui et qui dit que les jeunes ne veulent pas faire le même métier que les vétos qui avaient pignon sur rue il y a 20 ou 30 ans. Et parce que les attentes des propriétaires d'animaux sont pas les mêmes,
que la science a fait un bond en avant de fou et que à la fois il y a des moyens qui sont de plus en plus forts, engagés, et à la fois il y a de plus en plus de charges de travail et de charges émotionnelles parce que tu es confronté à un espèce de triptyque qui n'existe pas en médecine humaine, par exemple, qui est le fait que tu soignes à la fois un patient, mais tu soignes aussi son propriétaire, et derrière, il y a une contrainte financière. Tu dois gérer 3 choses qui, à la longue, peuvent rendre les gens tristes et au point de vouloir quitter la profession, quoi, ou même d'aller encore plus loin. On y reviendra sans doute. Alors, la suite. Donc, Méhedin, génial. Une année super. Ça y est, tu traces ta route. Ouais. Je trace ma route et je redécouvre un peu la passion de la chirurgie avec un des patrons. Et là, je me dis en fait, il faut continuer, quoi. C'est ça. Il faut aller plus loin dans ce cursus d'apprentissage. Et je cherche donc une résidence en chirurgie. Et à l'époque, j'ai pas cette capacité à me vendre et j'ai pas non plus fait un cursus extraordinaire. C'est-à-dire que l'internat que j'ai fait était top, mais je pense que si tu veux une résidence, c'est plus facile si tu as fait une résidence publique. Un internat public, d'un point de vue renommée, d'un point de vue, c'est tout un système, quoi, de recommandations, etc. Et donc, finalement, je me retrouve un peu le bec dans l'eau, et je me retrouve sans rien à la fin de mon internat, en fait. Sans réel job et sans avoir trouvé ce qui me plaisait vraiment. C'est-à-dire que, j'ai pas de résidence, j'ai pas vraiment de perspective, quoi. Et donc, je me retrouve à aller travailler dans le sud-ouest, feuilleter les annonces sur VetoJob, dans une toute petite structure avec un patron et moi. Et ça se passe mais vraiment pas bien du tout. À tel point que je pars au bout de 6 mois et je me dis que si c'est ça le métier de vétérinaire équin, en fait c'est pas fait pour moi. Tu peux détailler un petit peu? Qu'est-ce qui se passe mal? On se comprend pas, on a une relation qui fonctionne pas. Moi, en restant humble, je suis jeune et j'arrive avec des choses un peu nouvelles. On peut parler de plein de choses, on peut parler l'antibiothérapie par exemple. Il y a pas mal de choses à faire et il y a des pratiques qui sont un peu anciennes et qui doivent changer. Et quand toi, tu commences à faire des antibiotiques de première ligne et que lui, son premier choix, c'est le bazooka avec des céphalosporines de dernière génération, qui est en conflit intellectuel, mais tu dis c'est mon patron, je peux pas. Bref, et il m'envoyait que sur des trucs, j'avais l'impression d'être puni à chaque fois que j'allais quelque part. Et donc, ça se passe pas bien entre nous, et ça se passe pas bien selon ce que lui exige de moi en clientèle. Et donc tous les matins, j'y vais à reculons, quoi. Et je m'épanouis pas dans ce que je fais, et du coup tu perds confiance en toi parce que tu te dis à chaque fois que tu fais quelque chose que c'est pas ce qu'il faut faire, donc tu perds un peu tes repères que tu avais acquis, et à un moment tu craques et tu te dis je suis pas heureux, il faut que je m'en aille finalement. Je peux pas rester là, quoi, ça sert à rien, j'avance pas, j'ai plus envie, et tombe dans un espèce de cercle vicieux, quoi. Tout à fait. Et donc je prends la décision de partir. Donc je me retrouve à nouveau un peu sans rien, et je commence à postuler pour des laboratoires parce que je me dis que je suis bon à rien, j'y arriverai jamais. Et donc là, tu commences à te dire peut-être que le métier de praticien est pas pour moi en fait. Exactement. Comme quoi, ça peut basculer rapidement avec un boulot difficile. Hein. Je l'ai totalement réalisé, tu vois. C'est pareil, je pense qu'il y avait un peu un côté les gens qui quittent la profession, ils sont pas courageux. Moi, je trouve ça ultra courageux de renoncer à quelque chose qui te fait rêver depuis que t'es petit, en fait, et où tu te dis j'abandonne entre guillemets un rêve. Il faut énormément de courage pour le faire. Moi, j'en étais presque là, et finalement, je me dis vas-y, accroche-toi, réessaye. Enfin, tu vois, il faut réessayer. Si ça se trouve, ça va aller, quoi. Et finalement, je me retrouve dans une clinique extra où je retrouve la même ambiance que celle de mon internat, avec beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. Tu parles de Nantes? De la clinique d'Amarie-Lélis, du coup. Ok, d'accord. En région parisienne. Et ça se passe méga bien, quoi. J'ai la banane, j'ai cette capacité à me dépasser, à donner 100% de moi-même, voire plus. Et je reprends goût au truc et je m'épanouis dans ce que je fais, quoi.
Et ça, c'était un sentiment qui était quand même très chouette. Donc là, tu reprends foi Ouais. en la profession, tu recrois en toi, Mhm. et la chirurgie, ça te titille toujours. Exactement. Exactement. Et alors, chose un peu folle, comme quoi une surprise ne vient jamais toute seule. Ça fait 15 jours que je suis à Damary, donc je prends doucement mes marques, etc. Et je reçois un coup de fil de Claire de Fourmestro, qui est chirurgienne à Nantes, à l'école Veto, à laquelle j'avais postulé donc à la fin de mon internat, et qui me dit bah tiens, on ouvre un assistanat en chir, est-ce que ça t'intéresse, etc. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Les planètes s'alignent, d'accord, bah oui, j'arrive, mais sauf que là je viens de commencer un job en fait. Bref, je postule, je passe un entretien, etc. Et finalement, bah, au bout de 6 mois à Damary, je pars à Nantes. Et je pars à Nantes avec la banane, quoi, en me disant bah ça y est, en fait, je touche du doigt le but, sachant que c'était qu'un assistanat, mais qu'il y avait potentiellement une résidence à la clé derrière. Et que même si la résidence ne se faisait pas, c'était toujours une ligne cool sur un CV pour aller postuler ailleurs. Et donc je fais mes petites valises, je pars à Nantes et je pars pour 1 an. Et au début tout se passe extrêmement bien, enfin, c'était vraiment top. L'impression d'apprendre tous les jours, je passe ma vie au bloc, enfin c'était vraiment fou quoi. Pareil, super ambiance et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tu t'épanouis beaucoup dans les endroits d'apprentissage et de transmission, j'ai l'impression. Bah paradoxalement oui, c'est marrant après avoir détesté le système scolaire et estudiantin, mais c'est plus les endroits où tu bosses en équipe et tu peux aller entre guillemets tout au bout de la chose aussi d'un point de vue prise en charge du patient. Et oui, et puis les enjeux sont pas pareils. ouais, bah il y a les enjeux, mais il y a aussi le fait de enfin toujours d'essayer d'apprendre un truc nouveau tous les jours, de bosser en équipe. Même faire des horaires à rallonge quand tu bosses dans une ambiance sympa et que t'es dans une équipe qui est soudée, je trouve que enfin il y a rien de plus épanouissant en fait. Ok, donc tout se passe bien, mais je sens qu'il y a un mais. Il y a un petit mais, il y a un peu une péripétie au milieu du parcours et qui fait qu'on se retrouve un peu en sous-staff et que là on passe 3 mois un peu compliqués avec les assistants et les résidents, mais qui a, avec du recul, est une expérience super enrichissante parce que tu sors de ta zone de confort aussi. Mais bref, finalement, la résidence ne s'ouvre plus. Donc je me retrouve une nouvelle fois le bec dans l'eau, en n'ayant pas trop postulé ailleurs, parce que je m'étais dit c'est ici ou pas quoi. Et donc je me retrouve au bout d'1 an et je me dis bah qu'est-ce que je fais, et finalement je suis resté 6 mois de plus. Et je pense que j'ai bien fait de rester parce que tout va se débloquer là en fait. On se retrouve face à un cas vraiment compliqué de dentisterie donc Claire et Caroline font venir un spécialiste d'Angleterre pour opérer le cheval et qui en même temps fera 2 autres cas. Et là, c'est un truc de fou quoi. C'est Noël. Enfin, c'est-à-dire que c'est un enfant qui ouvre un cadeau quoi. Tu vois, tu te dis mais enfin, je suis devant une situation et je me dis qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. C'est un truc de fou. C'est génial en fait. Ce que ce chirurgien est en train de faire est juste dingue. Et je comprends pas que j'en ai pas entendu parler avant, en fait. Tu te rappelles ce que tu trouves spécialement dingue à l'époque qui t'interpelle? Ouais, c'est une procédure endodontique, c'est-à-dire que donc Chris Pierce de l'Equine Dental Clinic vient faire un traitement endodontique sur un cheval. Donc, en gros, il fait une dévitalisation sur une dent molaire de cheval. Et je me dis, mais c'est hallucinant. Je connais pas l'anatomie des dents parce qu'on ne l'a jamais apprise, en tout cas dans notre cursus à Liège, ou alors je l'ai raté et c'est de ma faute et je m'en rappelle pas, mais on n'a jamais mis l'accent là-dessus. Et il vient opérer un cas compliqué avec une tumeur dans un sinus, tumeur dentaire, et je me dis c'est fou, je n'y connais rien, ça reste de la chirurgie, et en fait il y a tout à faire quoi, c'est trop cool. Et pour rigoler, au début, je dis à l'équipe, je vais postuler chez lui, il ouvrait une résidence aussi. Bref, le chemin de croix de la résidence continue. Pareil, je postule, tout se passe bien, j'y vais. Je vais faire 1 ou 2 stages chez lui. Et finalement, il me dit, j'ai changé de business plan, je plante le résident. Donc là, je me dis, ok, bon, c'est bon, je crois que je vais arrêter de postuler.
Et du coup, je me dis, je peux pas rester à Nantes éternellement. Enfin, je veux dire, oui, je continue à progresser, etc. Mais il y aura pas de vraie issue finalement. Et là, je suis bille en tête dentisterie, etc. Donc, propose à Méudin, enfin, on en discute pas mal, d'aller développer la dentisterie chez eux et de me former un peu à droite à gauche, sans vraiment faire de résidence, en suivant des formations. Ils sont emballés. Et en même temps, j'apprends qu'il y a une résidence qui s'ouvre à Gand, je postule, et miracle, je suis pris à Gand. Et donc un peu le même scénario que 2 ans avant, quoi. C'est-à-dire que je dis à Méudin, écoutez les gars, je suis désolé, mais en fait, je vais devoir rester que 6 mois parce que je suis pris à Gand et que c'est un peu le Graal que je cherche depuis un moment. Donc je vais y aller. Enfin, ils l'ont très bien pris. Et donc voilà, j'ai fait ma résidence de dentisterie équine à Gand. Ça fait 3 ans et 1 mois. En gros, j'ai fini, quoi. Je suis à la fin du cursus et c'était 3 ans extraordinaires. Extraordinaire. Tu vas nous expliquer tout ça, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que je pense que à un moment donné, enfin, ton histoire, on peut la prendre de 2 façons. Il y a certaines personnes qui se seraient dit, à un moment donné, les planètes sont pas alignées. Bon, je lâche l'affaire. Et toi, persévérance, acharnement, peu importe le mot, tu t'es dit, non, tant pis, je continue, quoi. Et au final, c'est cette voie-là qui avait raison. Parce que tu l'as, ta résidence, et tu as adoré, je pense, chaque seconde de cette expérience. Ouais, non, clairement. Mais je pense aussi qu'il y a une grosse part de chance. Je connais pas mal de gens pour qui les planètes se sont jamais alignées et qui ont, à juste titre, lâché le morceau. Je pense que j'aurais fait pareil. C'est aussi une question d'être au bon endroit au bon moment. Et c'est aussi une question de rencontrer les bonnes personnes sur le chemin. Parce que moi, par exemple, il s'est passé des événements où tu te dis, mais c'est pas normal, quoi. Tu vois, de te dire, pendant que je suis en Angleterre, je vais postuler en Écosse. Pendant que je postule en Angleterre chez Chris Pierce, j'apprends qu'il y a une résidence qui s'ouvre à Édimbourg. Du coup, je fais l'aller-retour dans la journée en avion pour aller postuler là-bas. Finalement, ça se fait pas. Et quand j'envoie ma lettre de motivation à mon superviseur actuel, je me plante de lettre et j'envoie la lettre que j'ai envoyée au responsable du service de dentisterie d'Édimbourg. Donc en tête, c'est écrit cher Richard, alors que j'envoie à mon superviseur flamand. Donc là, je me dis c'est bon, je viens de me tirer une pied, c'est foutu. Tu vois. Comment tout faire capoter en 30 secondes? Et finalement, c'est une erreur bête, mais qui a fini par me servir parce que mon professeur actuel a appelé Édimbourg pour savoir ce qu'ils avaient pensé de moi. Donc il y a des choses que tu maîtrises pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Et t'as raison, il y a un élément de chance, mais la chance se provoque aussi dans le sens où tu vois, t'as quand même été jusqu'à Édimbourg, t'étais en Angleterre, tu t'es dit bon, vas-y, je postule là-bas. Il y a des éléments qui sont pas de la chance dans ta chance, si tu vois ce que je veux dire. La chance sourit aux audacieux, tu vois. Exactement. Il a entièrement raison, même si c'est pas lui, il a entièrement raison. Est-ce que t'as perçu, parce que t'as passé du coup du temps en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, pour notamment quelques stages et puis tes entretiens, tu perçois des différences entre les approches anglo-saxonnes et françaises à ce moment-là? Si on parle d'équine pure, il y a 2-3 chiffres qui trompent pas et qui montrent que je pense qu'ils sont un peu plus loin que nous en termes de soins et d'approche thérapeutique. Il y a 1 million de chevaux en France et il y a 1 million de chevaux au Royaume-Uni. C'est exactement la même population équine. Et si tu prends le nombre de spécialistes du collège européen, en chirurgie, en France, il y en a une trentaine et là-haut, ils sont 80. Alors, est-ce que c'est parce que le collège européen est une entité un peu anglophone? C'est une possibilité, mais je pense aussi que c'est le fait que soit leurs universités sont plus loin, entre guillemets, en termes d'apprentissage et de moyens techniques pour former les étudiants que les écoles françaises. C'est une possibilité aussi. Mais à la fois c'est un système scolaire différent où les études sont ultra chères, en tout cas pour les étudiants, un peu à l'américaine, quoi, avec des scolarités, je connais pas les prix exacts, mais il me semble que Liverpool c'est 20 000 livres par an, pas pour l'étudiant, quoi. C'est-à-dire que tu vas à la banque, tu fais un emprunt pour 120 000 pounds. En France, tout est payé par l'État, même si l'étudiant coûte le même prix à la société.
Mais je pense qu'on a un peu nos écoles vétérinaires ont été un peu délaissées par nos gouvernements successifs, quoi. Je dis pas que l'apprentissage est moins bon qu'ailleurs, mais on peut aussi le comparer avec le système belge. J'ai fait Liège et Gand. Belges n'ont pas à rougir de leur formation excellente. Et sans doute aussi plus de chevaux traités, néanmoins. Et il y a les assurances qui rentrent en. Oui, voilà, exactement. Ils ont un système d'assurance qui font que le reste à charge pour le client, le propriétaire est pas très élevé. Et ils prennent aussi en charge les soins dentaires jusqu'à un certain âge, quoi. Les vétos ont un peu carte blanche. Donc forcément, tu fais plus de choses, donc forcément, tu progresses, et c'est un système un peu vertueux. Bon, venons-en alors, cette résidence. Raconte-nous tout ça. Ça a été au-delà de mes espérances, je pense, en termes de tout ce que j'attendais, d'un point de vue formation à la fois pratique et théorique. Quand tu fais une résidence, normalement, tu as un certain case log que tu dois remplir. Enfin, t'es passé par là aussi, où tu dois, enregistrer des cas, etc. Bref, en fonction des catégories de pathologie, patati patata. J'ai fait 3 fois le tour, donc j'ai été exposé à un nombre de cas assez hallucinant, dans une ambiance de travail, au top, quoi. Jamais un mot plus haut que l'autre, avec un superviseur super ouvert à la discussion, ce qui est aussi cool, pas de te dire c'est comme ça qu'on fait, c'est pas autrement. Donc quand tu as des idées que tu les proposes, on t'écoute. Si elles sont débiles, on te le dit. Si elles sont intelligentes, on te le dit aussi. C'était fou, quoi. C'est un service, ils ont un service propre dentisterie là-bas ou ils sont rattachés à. On est dans le département de chirurgie, mais on a notre petite unité de dentisterie / stomatologie, c'est-à-dire qu'on prend en charge la tête du cheval, quoi. Donc les dents, les sinus, toute la traumato, c'est vraiment de la stomatologie, et on a notre service à nous, on peut dire ça, dans le département de chirurgie. Et le collège, il est dentisterie équine pure. Ouais, ils ont scindé en deux, dentisterie équine et dentisterie animaux de compagnie. Si je dis pas de bêtises, c'est en 2014, je crois. D'accord. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était 2 métiers différents, quoi. Il y a beaucoup d'endroits qui offrent un poste de résidence en dentisterie équine en Europe à l'heure actuelle. Il y a Gand, Hanovre en Allemagne, et je sais pas si on considère que la Grande-Bretagne est toujours européenne ou pas. Mais si c'est le cas, il y a plusieurs résidences là-haut, ouais. Et ils ont un système de résidence en alternance où, au lieu de faire une résidence universitaire en 3 ans, tu l'as fait en 5, avec un certain nombre de semaines supervisées par un spécialiste. Mais des résidences universitaires en Europe continentale, il y en a 2. Ouais, donc c'est quelque chose qui est quand même encore un peu plus développé, j'imagine, également aux États-Unis, peut-être. Ouais. Alors tu parles, tu le citais là, tu parles de ta résidence comme étant, je te cite encore une fois, quelque chose au-delà de tes espérances en termes d'apprentissage et de relations humaines. Et tu l'as décrit également comme étant la fin de ta quête. Est-ce que tu sais exactement à la recherche de quoi tu étais? Je pense que, mais je suis un peu comme ça dans la vie aussi, c'est-à-dire que quand je commence un truc, j'aime bien aller vraiment tout au bout du truc. Et quand je dis que c'est la fin de ma quête, c'est que si je parle d'un point de vue purement connaissance, je crois pas que j'irai plus loin un jour, parce que tu l'as vécu aussi quand tu prépares l'examen de la résidence. En gros, t'es au pic de la connaissance de ton domaine. Alors, je suis pas chercheur, il y a certainement des gens 1000 fois plus intelligents que moi, mais en tout cas, moi, dans le domaine de la médecine vétérinaire que je m'étais fixé, à la fois un peu sur le tard, dans le sens où j'ai découvert la dentisterie finalement assez tard. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que, à l'heure actuelle, je crois que je touche un peu du doigt le sommet de la pyramide dans ce domaine-là. Et ça, moi, je fonctionne comme ça. Après, il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça. Mais ça va être ma question d'après. Est-ce que tu penses que, en tant que vétérinaire, on est tous un peu dans une quête intellectuelle? Alors, peut-être pas d'aller jusqu'au bout en faisant un board, mais c'est peut-être quelque chose, une valeur qui est presque intrinsèque aux personnalités qui font ce métier. Je pense complètement que tu as complètement raison, et que il y a aussi plein de gens qui se disent je ferai jamais de résidence, je suis pas assez intelligent, mais en fait c'est pas vrai. C'est pas une question d'intelligence du tout, c'est juste une question, comme j'ai dit, mais je comprends qu'on n'ait pas envie de le faire aussi.
Ça, c'est pas, je suis pas en train de dire si vous faites pas une résidence, vous avez raté votre vie de veto. C'est pas mon propos, c'est juste de dire, faut pas se dire que vous n'êtes pas capable de faire une résidence parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent. En fait. C'est juste une question à la fois de trouver le domaine qui vous plaît, sauf si vous préférez être généraliste. Mais si vous avez trouvé un domaine qui vous plaît et que vous avez envie de progresser dedans, c'est le chemin le plus court, même si c'est compliqué d'y aller, etc. Enfin, en tout cas pour certains comme moi. Il y a des gens qui vont tout droit, hein, qui font internat résidence directement, mais c'est la solution la plus facile pour apprendre un maximum de choses en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un danger alors dans ton cas, apparemment pas, tu as l'air d'être assouvi et à la fin de ta quête, et ça veut pas dire, je pense, je vais traduire différemment, ça veut pas dire que tu vas pas continuer à apprendre et continuer à progresser dans ta carrière, mais en tout cas, tu es là où tu voudrais être. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'aller vers cette quête intellectuelle, parce qu'on pense aussi qu'on n'est jamais assez à la hauteur. Et donc je fais un peu un rapprochement avec le fameux syndrome de l'imposteur. Et moi, je suis passé par là plein de fois, de me dire, je suis devant un cas, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, et à la fois c'est frustrant et à la fois tu te fais peur. En tout cas, moi, je suis pas capable de me cacher derrière mon petit doigt et de me dire c'est bon, je vais trouver une solution quand je l'ai pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense exactement comme tu dis qu'il y a ce syndrome de l'imposteur de se dire j'en sais pas assez, donc je vais pas y arriver. Mais après, il faut aussi avoir la capacité à se dire c'est plus dans mon domaine de compétence, il faut passer la main. Et ça, c'est pas toujours facile à faire non plus. Oui, c'est ok de pas savoir finalement. Ouais, voilà. Enfin non, en tout cas, moi j'ai un peu grandi là-dedans en tant que jeune veto, de me dire c'était facile, c'était pratique de faire partie d'une grosse clinique et de te dire bah en fait là je sais pas, mais en fait c'est pas grave parce que je peux refiler le bébé à quelqu'un qui sait. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce luxe, pour qui ça doit être plus compliqué. Bah oui, et je pense que le syndrome de l'imposteur se manifeste plus ou moins fort chez différentes personnes. C'est-à-dire je pense qu'il y a des personnes qui en fait se débrouillent très bien et ont un très bon niveau de connaissance et pourtant ne se sentent jamais à la hauteur, et bon, ça crée des dérives dont on a déjà parlé, un mal-être au sein de sa profession. Tu parles d'excellence aussi. C'est quoi pour toi l'excellence? C'est un gros mot, l'excellence. Ça veut tout et rien dire finalement. En tout cas, à mon niveau et dans ce que je fais, pour moi l'excellence c'est de pas me retrouver en défaut, que ce soit intellectuel ou technique devant un cas. Mais du coup dans un domaine qui est quand même ultra restreint, tu vois. Je fais que la tête du cheval, qui est quand même une toute petite partie de sa totalité. Donc c'est un entonnoir, donc c'est plus facile de pas être pris en défaut techniquement et de résoudre un cas quand tu te focalises sur un domaine si petit entre guillemets. Donc c'est quelque chose de personnel finalement? Ouais, je supporte pas les frustrations de me dire je sais pas en fait, ou j'ai pas les outils qu'il faut pour y arriver. Et ça, grâce, je pense, au parcours que j'ai choisi, je l'élimine. C'est-à-dire que j'ai plus ce problème. Il y a toujours des cas plus compliqués que les autres. Il y a toujours des cas où la solution est pas dans les livres, où t'auras pas le bon outil pour faire. C'est comme de l'ingénierie ou de la mécanique. Finalement, ces problèmes ils se posent dans plein d'autres corps de métier. Mais ça, c'est des trucs qui pour moi sont très compliqués à vivre. De me dire, je peux pas le faire. Soit parce qu'il me manque un truc, soit parce que je sais pas ou je l'ai pas fait suffisamment. Donc ça s'apparente peut-être plus au perfectionnisme que au je fais du mieux que je peux. Ouais, c'est bien résumé. Mais qui peut être pervers finalement, dans le sens où tu te retrouves dans des situations qui te bouffent parce que tu te dis les gens m'ont confié leur animal pour le soigner et finalement je vais pas réussir. Malgré le fait que j'ai en théorie tout ce qu'il faut pour être capable de le faire. La suite, donc, premier diplômé en dentisterie équine. En tout cas, je te le souhaite d'ici encore quelques mois. Ouais, on croise les doigts. Il va y avoir des petites prévisions sympas, un petit 3 mois enfermé avec des bouquins, ça va être cool. Tu vas bosser pendant cette période? Non, je fais que ça. Je vais bûcher comme un bon bâche. Comme un dingue. Tu prends combien de temps? 3 mois. Et puis voilà, je pense que je vais quand même essayer de me ménager un peu des périodes plus cool parce que 3 mois à faire que ça, je pense que je vais pas tenir.
Mais après, ouais, objectif, passer l'examen et l'avoir du premier coup, ce qui est pas non plus gagné. Et puis après, monter ma petite boîte de stomatologue équin ambulant. Ouais, parce que ça signifie, c'est quand même quelque chose d'important. Premier diplômé en dentisterie équine en France. Oui, ça c'est plus pour la blague. Bah oui, alors oui et non, parce que je me suis vraiment dit, bah qu'est-ce que ça signifie quelque chose pour la profession, non? Et les choses changent. Bah moi j'essaye de les faire changer à mon petit niveau. Et ça part aussi d'une frustration en fait. C'est marrant comme on parle de frustration. Ouais. Ça part d'une frustration de me dire, je comprends pas que dans mon cursus estudiantin, on en ait si peu parlé en fait. Alors que ça, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Le cheval, en tout cas, parce que je parle de chevaux, mais pour extrapoler à la vache, sont des animaux qui ont été façonnés par la nature pour manger. Ils font que ça de leur vie en fait. On les a détournés pour en faire des outils de travail, puis finalement des animaux de sport, loisirs, et des athlètes de très haut niveau. Mais il y a un tel manque de connaissances sur la sphère buccale du cheval. Je pense qu'il faut qu'on s'y remette, quoi. Parce qu'on a pris 20 ans de retard sur tous les pays voisins, en fait. Je pense qu'on n'en parle pas assez pendant nos études. Du coup, on n'est pas suffisamment au fait de ce qui peut se passer dans la bouche d'un cheval et à quel point ça peut être problématique. Et petit à petit, on va réussir à rattraper notre retard, c'est sûr. Et aujourd'hui, si tu dois mettre le curseur sur la prise de conscience entre les vétérinaires et les propriétaires de chevaux, ça en est où? Bah, il y a aussi la problématique du technicien dentaire équin qui a fait tampon entre les deux depuis 20-25 ans. Donc c'est un pan entier de la profession qui a été abandonné en fait, en termes de médecine. Et donc c'est compliqué de rattraper le coup, mais ça commence à venir. Et donc toi, tu le vois comment parce que finalement, est-ce que toi, tu vas pas être toi et d'autres spécialistes, hein, finalement, être le pont peut-être entre, c'est presque une triade aujourd'hui, parce que les techniciens, ils sont là, il va falloir Exactement. changer le paradigme en fait. Moi, c'est ce que j'aimerais bien, ouais, c'est être capable de transmettre et de partager tout ce que j'ai eu la chance de recevoir pendant mon apprentissage et essayer de faire progresser tout le monde en organisant des formations, en allant au congrès, en donnant des cours aux étudiants et en leur ouvrant un peu les yeux sur le fait que ça reste de la médecine, quoi. C'est pas juste on prend une râpe à dents et on fait des choses sans savoir ce qu'on fait vraiment. Au même titre que t'irais pas chez un dentiste qui a fait que 5 semaines de formation pour évaluer ta bouche si t'as je vais pas me faire que des copains, mais il faut que tout le monde progresse, quoi, ça c'est sûr. Mais avant tout pour le bien-être des chevaux, quoi. Et donc toi, tu vas faire de l'itinérance, c'est ça ton idée, donc monter ton entreprise. J'imagine que c'est quelque chose dont tu parles aujourd'hui assez ouvertement déjà avec des vétérinaires équins sur le terrain. Comment eux perçoivent la chose? Moi, l'objectif c'est pas de faire c'est de faire du référé itinérant. Je sais pas si c'est très clair. D'aller opérer des cas spécialisés, quoi. Donc ça, il va y avoir des choses à mettre en place. Je sais pas comment je vais le faire exactement à l'heure actuelle. Oui, parce que c'est un peu, enfin, tu l'as dit toi-même, quand tu as vu cette première chirurgie, t'étais même pas au courant que c'était possible. Non, c'est ça. Donc j'imagine tu feras face à des vétérinaires sur le terrain qui ne sont pas au courant que c'est possible. Donc finalement, ce côté transmission éducation, il va être super important pour que eux sachent qu'ils doivent faire appel à toi finalement. Moi, je me dis que si moi ça m'a passionné aussi vite en une fois, je dois pas être fou ou le seul dans mon cas. Et preuve en est qu'en Belgique, en tout cas là où autour de l'université, et à la fois je trouve que c'est intéressant parce que ça répond à plein de problématiques. Il y a une dizaine de vétérinaires, alors c'est un plus petit pays, hein, attention, qu'on connaît, qui sont nos véto-référents. On a un pool de véto-référents qui ne font que ça. Ah ouais? Ouais. De la dentisterie équine de première ligne. Donc du diagnostic toute la journée. Du diagnostic et bien sûr plein d'autres choses, quoi. Pas que du diagnostic, mais qui ne s'occupent plus que de la bouche du cheval. Et qui à la fois du coup sortent un peu du système de l'équine éreintante parce que ils font leurs horaires comme ils veulent. Ils bossent la quantité de travail qu'ils ont envie de travailler.
Et c'est souvent des gens qui ont fait de la pratique première ligne et qui étaient un peu éreintés par le métier, quoi. Et qui du coup ont bifurqué là-dedans, mais qui du coup sont très heureux comme ils sont, quoi. Et qui se sont tous formés à l'université de Gand, suivant des formations continues. Donc je pense que c'est faisable. S'ils ont réussi à le faire, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire. Proportionnellement, il y en a autant en France, des vétérinaires comme ça? Qui font que de l'équine? Qui Que font de que de l'équine la dentisterie? je pense que, Ouais. je crois, à ma connaissance, qu'il y en a qu'une qui ne fait que ça. Oui, donc proportionnellement, on en est loin. Ouais, donc néanmoins, il y a quand même un peu de bâton de pèlerin, d'éducation à faire Ouais. sur toute cette facette de métier. Ouais. Mais ça me plaît. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que t'as ça aussi dans ton ADN. C'est un truc qui me plaît. Ouais. Parce que j'ai découvert un truc qui m'a aussi fait changer ma vision du cheval en tant que animal de compagnie, entre guillemets, si on peut dire. Tu peux élaborer un peu là-dessus? Mais je trouve que quand tu t'intéresses à cette partie de son anatomie qui, au départ, comme je le redis, a été façonnée par la nature pour s'alimenter 22 heures sur 24, tu te rends compte qu'un animal qui est pas capable de s'alimenter correctement, il peut pas être heureux, je pense. Même si heureux, bon, je suis pas spéciste ou ce que tu veux, mais je pense que ça participe énormément à son bien-être, puisque au départ, il a été fait que pour ça. C'est comme si toi t'adorais lire et que du jour au lendemain on disait désolé, pour toi il y a plus de livres. Ou enfin, Oui. tu vois, Oui. ou que t'étais une très grande amatrice de gastronomie et qu'on disait pour toi à partir de demain c'est salade jusqu'à la fin de tes jours. Je pense que ça développera chez toi des frustrations et des problèmes de bien-être. Moi, c'est pour ça que je te dis que la dentisterie chez moi a développé ce côté où j'ai changé ma façon de voir le cheval. C'est que un cheval qui s'alimente pas correctement, il peut pas être bien dans sa tête, je pense. Il n'y a pas de preuves scientifiques derrière tout ça, mais tu vois que des chevaux qui ont des problèmes dentaires et qui ont du mal à s'alimenter ont souvent des problèmes aussi de tempérament, de frustration, de ce que tu veux. Mais bien sûr, et c'est presque, ça paraît déjà une évidence, et puis presque dingue que finalement, et je pense qu'on est pareil aux petits animaux, c'est quelque chose, la dentisterie, c'est quelque chose qui se développe depuis assez récemment. Et sans vouloir faire de l'anthropomorphisme extrême, ça tombe un peu sous le sens, dans le sens où aujourd'hui, on a de la médecine humaine poussée dans tous les domaines, y compris la dentisterie. En médecine animale, on a de la médecine poussée dans tous les domaines. Mais pourquoi pas la dentisterie? En fait, ça me semble logique. Ouais. Et que je sais pas si toi t'as déjà eu mal aux dents, mais moi j'ai déjà eu mal aux dents et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont mal aux dents. Oui, bien sûr, ça affecte le bien-être. Sauf que le cheval a gardé cette capacité à ne rien montrer, dans le sens où c'est une proie dans la nature, et qu'il a gardé cet instinct de conservation qui fait que si tu montres que t'es faible, tu t'exposes à te faire bouffer, quoi. Et les Anglais adorent dire no pain, check again. C'est pas parce qu'un cheval a pas de symptômes à proprement parler au niveau de sa bouche qu'il a pas de problème dans la bouche. Et que donc il a pas de douleur chronique. Et peut-être, est-ce que tu penses aussi que peut-être aujourd'hui, on n'est pas encore aussi assez bon dans nos détections de douleur chez l'animal? Moi, si, ça c'est clair. Mais c'est pareil, les études progressent beaucoup aussi. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites à ce niveau-là pour détecter les douleurs de façon plus précoce. Donc tu restes en France? T'as pas eu d'envie, jamais eu d'envie d'aller explorer d'autres contrées? Alors je me suis posé la question de rester travailler en Belgique. Je me suis dit pourquoi pas, mais j'avoue que j'aimerais rentrer en France. J'ai été aussi tenté par le Royaume-Uni, à me dire est-ce que c'est pas plus facile d'aller s'installer dans un pays le système est déjà en place. Non, mais toi t'aimes bien les challenges. À la fois j'aime les challenges, à la fois je sais que ça peut être quelque chose qui va être compliqué, même si je pense que le train est en marche. C'est sûr que c'est plus facile d'arriver quelque part où tout est déjà installé plutôt que de partir d'une feuille blanche, quoi. Mais c'est pas une mission que je me suis fixée, mais je pense, ça cool aussi d'essayer de faire progresser un pan de la médecine, en me disant je fais pas ça pour la gloire, enfin tu vois, je m'en fous, je veux dire, c'est juste
purement, c'est pas intéressé, c'est presque philosophique, quoi. D'avoir envie de faire avancer les choses, mais la première pensée, c'est pour le bien-être animal, tu vois. Et est-ce que indirectement, faire progresser le bien-être animal, ça fait aussi progresser la profession? Et Je pense ouvrir d'autres pans du métier, c'est important Je pense que finalement. l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et que plus la médecine vétérinaire avance, fatalement, plus le bien-être animal avance avec, en fait. Toute proportion gardée, sans rentrer dans l'acharnement thérapeutique, etc. Parce qu'encore une fois, ils nous ont rien demandé. Mais oui, si la médecine vétérinaire avance, le bien-être animal, la courbe suit, quoi. On a commencé à aborder, tu as commencé à aborder plus tôt dans le podcast le sujet du mal-être finalement de la profession. On n'a pas parlé directement du suicide, mais toi, tu as été touché récemment par quelqu'un qui s'est suicidé dans ton entourage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ce propos, en parler ou pas? Si, je pense que c'est un sujet qui est intéressant, hein, qui est à la fois d'actualité, alors que c'est triste, et c'est toujours le truc du récemment, c'est un truc qui se rapproche, tu vois, un peu de façon insidieuse. C'est toujours un collègue très éloigné que t'as jamais rencontré, ou quelqu'un dont tu connais même pas le nom, etc. Et ça te touche un petit peu, mais tu te dis, ouais, voilà, encore un. Et jusqu'au jour où c'est vraiment dans ton cercle proche. Et là, tu te dis, ok, euh, qu'est-ce qu'on a raté en fait? Et pourquoi les gens en arrivent à des extrémités pareilles? Je pense qu'on a tous un peu, un jour ou l'autre, des idées noires. Enfin, je sais plus quelle étude a dit qu'on était des gens un peu hypersensibles. Et que on n'arrivait pas à se sortir de ce triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, soin du patient, soin du client et contraintes financières. À ça s'ajoutent les réseaux sociaux qui nous aident pas forcément, qui peuvent être très destructeurs, je pense, moralement. Et je me suis retourné la question 150 fois dans la tête et je trouve pas je suis pas politicien ni un génie. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait pour que ça s'arrête, quoi. Et je pense que on en a aussi un peu parlé tout à l'heure, le fait d'avoir le courage de passer à autre chose avant d'arriver trop loin dans le processus de mal-être. En fait, c'est pas grave, c'est pas un tabou, c'est cool. Moi, je suis content de savoir qu'il y a des gens qui s'épanouissent dans d'autres pans de la profession et qui ont une vie plus équilibrée et qui ont trouvé d'autres façons de s'épanouir dans le métier de vétérinaire. En fait. Parce que c'est pas une fin en soi, quoi. C'est un très beau métier, mais Oui. si c'est invivable, il faut pas le vivre. Il faut passer à autre chose, quoi. Tu utilises le mot juste, je pense que effectivement, vétérinaire, c'est pas une fin en soi, et je pense que beaucoup de gens se le représentent aujourd'hui comme tel, que du coup toute leur identité est attachée à ce métier, plus spécifiquement celui de praticien, et qu'une fois qu'on est dans cet engrenage de j'ai utilisé le mot un peu acharnement pour toi, mais je sais que parfois ça peut avoir une connotation négative. Et à la fois je dis ça et à la fois je suis le pire exemple du mec qui lâche. J'aurais pu m'arrêter 150 fois et je l'ai pas fait. Mais je suis le parfait exemple de celui qui a pas voulu renoncer à son rêve, et je sais pas où j'aurais ni comment j'aurais fini si toutes les portes que j'ai essayé d'ouvrir avaient continué à se fermer éternellement. Mais je pense qu'il faut qu'il se passe des choses au sommet de la pyramide, parce que tu vois, tu suis les réseaux sociaux, de temps en temps t'as un petit reportage, un 3 minutes sur France 3 où on dit la profession vétérinaire est pas bien dans sa peau, il y a des déserts en rural, il y a du bashing sur les réseaux sociaux, mais en fait les gens se rendent pas compte à la fois à quel point on est important pour la société, je pense, à tous les niveaux. Pour les carnivores, si tu peux manger quelque chose en toute sécurité, c'est parce qu'à la fin de la chaîne, il y a un vétérinaire. Si tes animaux de compagnie sont en bonne santé, c'est parce qu'il y a des vétérinaires.
et les animaux de compagnie prennent de plus en plus de place dans la société, etc. Et t'as l'impression qu'il n'y a rien qui est fait en fait en haut, quoi, pour essayer de répondre à cette problématique. Donc pour toi, l'enjeu, il est plutôt du côté de la valorisation du métier. Ouais, c'est sociétal. C'est pas un épiphénomène, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un élément du rapport qu'on a à nous-mêmes? Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de pression de la part de la société. C'est-à-dire que si tu compares le métier comme il était il y a 20, 30 ou 40 ans par rapport à celui qu'il est aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attentes de la part des gens qui savent tout mieux que toi, qui ont tout lu. Il y a les réseaux sociaux sur lesquels tu peux défoncer les gens parce que t'es pas content. Il y a le fait de se faire appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et être corvéable à merci pour tout et n'importe quoi, à cause du téléphone portable. Enfin, peut-être que les vétérinaires de l'époque qui avaient qu'un fixe se faisaient autant déranger, j'en sais rien. Et en fait, il y a de plus en plus de pression sur des gens qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir d'un point de vue émotionnel, quoi. Et il y a des gens chez qui ça va trop loin et t'en arrives à des extrémités, en fait. Donc je sais pas si c'est un truc qui dit quelque chose de nous ou si c'est un phénomène sociétal avec la société qui du coup met de plus en plus de pression sur des gens qui sont peut-être déjà très sensibles. Déjà sensibles, voilà. Et qui du coup sont des cocottes minutes, des bombes à retardement finalement. Ouais. Et donc peut-être la solution la plus, on va dire, immédiate, parce que changer la société risque de prendre un peu de temps, c'est peut-être de mieux armer les nouvelles générations, ou même les vétos qui sont déjà en profession, contre ces phénomènes de société, sur les compétences comportementales, sur la communication, enfin toutes ces choses-là. Ouais, je pense qu'il y a déjà des efforts qui sont faits au niveau des universités. Je me rappelle qu'il y avait des cours de communication, etc. Mais on les prenait par-dessus la jambe, je pense, de une. Et ouais, peut-être pas cette prise de conscience. Voilà, je pense pas être joué au cancre quand on dit ça, mais on était à des années-lumière de réaliser ce qui nous attendait en sorte. Je prends un exemple de le client agressif. Je veux dire, tu peux le jouer autant que tu veux et faire une pièce de théâtre avec pendant que t'es étudiant. On peut te donner des clés pour désamorcer ce genre de choses. Le jour où t'es devant cette situation et que t'es tout seul, t'as beau avoir des clés, tu restes dans une situation qui est ultra stressante et tu restes tout seul. Et je pense que ça s'apprend un peu sur le tas. Donc je sais pas par quoi ça passe et quelles sont les solutions à ce genre de truc, mais tu fais de la dénonciation calomnieuse de vétérinaire, même si t'avais pas été content du service et que derrière c'est repris par les journalistes. Il y a peut-être un moment où il faut que les autorités compétentes se disent ça doit pas arriver en fait. Et donc être mieux accompagné au sein de la profession. Ouais, avec des cellules de crise, etc. Mais aussi des autorités compétentes qui disent écoutez les gars, vous êtes sympas, mais en fait, si votre boulanger il a raté sa baguette, vous n'allez pas lui taper dessus. Ouais. Les enjeux sont pas pareils. Non, c'est sûr. Ça reste des êtres humains, quoi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit, soit ce qu'on vient de se dire là, ou par rapport à tout ton parcours, ton avenir proche ou lointain? Par rapport à mon parcours, il y a deux façons de voir les choses. Enfin, pour moi en tout cas, la façon dont je les ai vécues, c'est soit vous vous fixez un objectif et vous vous donnez les moyens de l'atteindre, et si vous persévérez, quoi qu'il arrive, vous y arriverez. Soit si l'objectif que vous vous étiez fixé est finalement pas atteignable pour X ou Y raison, c'est pas grave de passer à autre chose. C'est pas grave d'y renoncer en fait. Ça, ce seraient les conseils que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même? Ouais. Bon, la jeune version de moi-même, je dirais c'est con d'avoir perdu 6 ans pour une histoire de cœur qui a mal terminé. Mais... Tu crois qu'il y avait que ça? Tu crois que c'était la seule raison qui t'a fait... C'est vraiment ça qui t'a fait basculer? Je suis pas...
moi, c'est l'élément déclencheur, c'est sûr. Mm. De perdre un peu mes repères et de me dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Mm. Mais non, tellement de facteurs autour qui font que ça peut ne pas bien se passer, que c'est pas toi la pièce maîtresse du jeu, en fait. L'environnement, tout ce qui est autour de toi peut faire en sorte que ça capote, et c'est pas uniquement ta faute. Ouais, on n'est pas unique responsable. Voilà. Mm. Et encore une fois, si le rêve était trop grand, c'est pas grave, faut changer de rêve, en fait, c'est tout. Comment est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn? Je suis pas encore un boomer, je suis sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, les classiques, quoi. Ça marche. Bon, pour ceux qui ont des questions sur ton parcours, sur la dentisterie équine, qui cherchent un spécialiste déjà, d'ores et déjà, qui sera disponible en avril 2024. Tu vois, je fais ta pub. En tout cas, merci beaucoup Alexis. C'était un plaisir de t'avoir à l'antenne. C'était hyper intéressant sur ton parcours et aussi ton point de vue sur le métier d'aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Ça me fait très plaisir d'avoir participé à ce podcast que j'adore, qui Génial. souvent me touche et parfois m'émeut, de par le parcours de tes invités, et j'espère avoir contribué de façon adéquate à ton émission. Aucun doute là-dessus. Et je vous souhaite une très bonne continuation, et peut-être qu'un jour on vous entendra à la radio. Voilà, exactement. Ne jamais dire jamais. Attention, hein, je suis en quête active. Parlant de quête. Ouais. Bon, super, merci Alexis. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Veto Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.